Salut à toi, nous sommes Marie et Julien, experts comptables et moralistes, banquiers d'affaires et surtout investisseurs. Nous te souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode de Kick le Boomer Dream, un podcast où on parle d'investissement, de finances personnelles et d'entrepreneuriat en détente et dans la bonne humeur, avec un objectif, te permettre de nous suivre dans la quête de sortir de la rat race et de prendre ton destin en main. Grâce à nos expériences pro et à notre vie d'investisseur, nous te donnons les conseils qui nous ont permis d'avancer dans la construction d'un patrimoine immobilier et financier, principalement cryptoactif. Chaque semaine, nous abordons un sujet en le vulgarisant au maximum pour qu'il soit le plus intéressant. Nous recevons un invité par mois avec un parcours inspirant et une expertise différente sur de nouveaux sujets. Si tu apprécies notre podcast, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute, à nous laisser une note 5 étoiles et à partager cet épisode et ce podcast à 2 personnes de ton entourage pour nous aider à le faire grandir. Je te laisse tout de suite avec l'épisode et je te souhaite une très bonne journée. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour à tous. On est content de vous retrouver cette semaine pour un épisode un peu plus crypto, je pense. Ça va changer un petit peu. Ouais, exactement. On va vous parler un petit peu des arnaques crypto. Je pense que ça peut être un sujet parce que tout le monde au final peut y être confronté. Oui. Et on va d'abord commencer avec les boom anecdotes de la semaine. Je commence déjà par Pas les mots. la traditionnelle boom anecdote de mon boulot avant qu'on enchaîne sur d'autres qui sont un peu plus sympas. Je devrais même pas mentionner parce que vraiment c'est... Ah mais si, mais parce qu'en fait c'est drôle en même temps. Enfin, je vais la résumer rapidement parce qu'elle est pas incroyable. Il y a des trucs comme ça chez toi en fait. Donc, ouais, mais bon, c'est juste pour montrer à quel point dans les grandes boîtes on peut te faire perdre ton temps. C'est-à-dire qu'en gros, nous on est passé de Teams V1 à Teams V2. Donc Teams c'est un outil un peu comme Skype, je pense que vous devez connaître. Et en fait, ça fait genre 2 mois qu'ils nous ont ouvert le nouvel outil et c'est maintenant qu'ils nous font la formation. Donc forcément, vous imaginez bien que ça fait 2 mois, les nouvelles fonctionnalités, j'ai déjà eu le temps de les tester, je vois bien comment ça fonctionne. Et en fait, je vois dans mon agenda que j'ai une réunion qui est prévue. Et du coup, j'envoie un mail à la personne qui était à l'origine de l'invitation à la formation et je lui demande si c'est une formation obligatoire. Et la personne s'est un petit peu vexée que je lui pose cette question-là, mais en fait, je savais d'avance comment ça allait être. En fait, c'était un tuto informatique pour les boomers, quoi, en gros. Et elle m'a répondu que oui, il y avait absolument pas le choix, qu'il fallait absolument aller à cette réunion-là. Donc bon, j'ai fait l'effort, j'y suis quand même allé. J'ai pas fait comme pour la fraise du climat. Et effectivement, j'ai perdu 2 heures de ma vie où en fait, on a expliqué à des gens qui avaient pour la plupart plus de 50 ans comment est-ce qu'on faisait pour ajouter un icône à la barre des tâches. Et moi, je me dis franchement, je me sentais limite insulté d'être à une réunion comme ça parce que bon, je suis pas du tout un crack de l'informatique, loin de là, mais juste je sais me servir d'un ordinateur, quoi. Oui, enfin bon, Teams, tu sais, nous on est basculé aussi sur le V2 et on n'a pas eu de formation. Enfin, au bout d'un moment, je comprends pas. Non, mais tu sais que c'était lunaire, hein, parce que vraiment pendant la formation, des fois, elle nous montrait des trucs super simples et genre, tu sais, t'entendais. Tout le monde prend des notes, c'est les cahiers qui. Non, mais c'est ça, il y en a, ils prenaient des notes, il y en avait, ils lâchaient des petits waouh quand t'avais des trucs hyper simples que, en fait, n'importe quel outil informatique le fait, tu vois. Et là, je suis en mode, mais putain, on est en 2024, tu vois, on présenterait cet outil-là en 2010, bon, encore, tu vois, à l'époque, c'était encore moins répandu, mais aujourd'hui, en plus, notre job, c'est pas comme si on était, tu sais, des gens qui s'aiment pas sur un ordinateur toute la journée, tu vois. Et des contrôle tout bête que tu peux faire avec le clavier ou des trucs comme ça. Enfin, moi, vraiment, à chaque fois, ça me choque. Après, je me dis, tu vois, t'as le truc générationnel, hein. Je sais que c'est plus évident pour nous qui avons 25-30 ans que pour ceux qui en ont 20 ou 30 de plus. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut quand même pas me faire venir à une réunion comme ça parce qu'en fait j'ai juste perdu 2 heures de ma vie où je travaille même pas pendant cette période-là où finalement j'ai strictement rien appris à part me retrouver à une table de boomer en train de voir vraiment les touches de base sur un ordinateur, quoi. Et toujours pour en rajouter, et je pense que c'est toujours pour aggraver le boomer dream parce que tu sais c'est un peu la loi des séries qu'on a un petit peu dans nos investissements aussi en ce moment. Mais il faut savoir que cette réunion en plus on a eu des coupures de courant, du coup la clim ne fonctionnait pas. Là on est à Montpellier en ce moment, on a un taux, il fait pas hyper chaud mais il fait très humide, donc bien sûr vous êtes sapé en fringue de boulot, quoi, costume, dans une pièce qui était pas très grande, c'était de faire genre 15-20 mètres carrés. On était à 15 avec 15 PC allumés sans clim. Je peux vous dire que les 2 heures ont été longues, elles ont été extrêmement longues. Ok, pour la formation de Teams, on est allé à 2 soirées cette semaine. Autant vous dire que mon quota social est à plat. Là, je lutte pour parler. On a fait une soirée investisseur sur Montpellier. C'était bien, ça nous a permis de rencontrer un peu de personnes, en plus qui sont dans notre région. On a vu pas mal de profils.
Voilà, c'était bien, le lieu était sympa, c'était une espèce de paillote à Montpellier, il y en a plein. Et celle-là, elle était vraiment bien, et voilà, pas plus. Hein, Ouais, mais surtout, en plus, c'est pas mal parce que du coup, tu rencontres un peu d'autres gens qui ont fait d'autres investissements, qui ont d'autres stratégies, parfois même pas sur du locatif, tu vois, uniquement sur de l'achat-revente ou alors à l'inverse de nous, c'est-à-dire que de la location courte durée, alors que vous savez qu'on n'est pas très très fan de ce type d'exploitation. Ouais, oui. Sinon, il y en a, c'est vrai qu'ils faisaient des stratégies complètement différentes. Il y en a un, juste, il vivait sur les plus-values, etc. C'est rigolo, du coup, de passer comme ça. Et là où ça m'a un peu rassurée, c'est qu'il n'y a pas que nous qui galérons à avoir les financements, en fait. Bah déjà, ça permet d'échanger un peu sur les problèmes classiques qu'on peut avoir dans l'immobilier, parce que oui, t'as dit une soirée investisseur, mais je sais pas si t'as précisé que c'était vraiment tourné très très immobilier, donc forcément c'est le sujet principal de la soirée. Donc ça permet qu'on partage un peu nos anecdotes sur les financements, d'ailleurs, il faudra qu'on reparle un peu des financements tout à l'heure, et également sur les problèmes qu'on peut avoir avec les locataires en fonction des zones où on investit et tout. Donc non, franchement, c'est pas mal. Et moi j'y étais déjà allé, c'est je crois la 3e ou 4e fois que je vais à celle-ci. Moi j'ai dit que c'était la première fois, mais on en avait fait une l'été dernier, je mais crois. qui était ailleurs, qui était pas dans notre région. Qui était pas dans Montpellier, mais ouais. Donc voilà, deuxième soirée de la semaine, c'était une soirée influenceur cette fois. Ça c'était la première par contre. Je m'en remets pas qu'on soit allé. C'est vrai que c'est improbable la manière dont on y est allé. Julien a un pote qui est influenceur sur Montpellier, qui a un compte, je crois, à 90K, un truc comme ça. À peu près, ouais, c'est ça. Et en gros, c'était une soirée qui était organisée par une agence de com. Et du coup, au final, assez étonnée parce qu'il y avait quand même pas mal de têtes. Enfin, comment en tout cas je connaissais des réseaux en fait. De YouTube ou d'Insta principalement. Et c'est rigolo parce que du coup, moi je voulais parler à quelqu'un en particulier parce que voilà, j'avais un collègue qui m'en avait parlé et oui, je pensais que c'était quelqu'un de sympa et pas du tout. Ouais. C'était quelqu'un de très renfermé et comme quoi ça veut rien dire sur les réseaux, il paraît super sympa, alors en vrai pas trop. Mais sinon on a fait plein de rencontres intéressantes, beaucoup pris de numéros. Et franchement, je me suis bien amusée. J'ai pas vu la soirée passer en réalité. On est arrivé à quoi, 20h, je pense. Juste après, il était déjà 23h. Je suis là, bon, ben. C'est ça. Non, mais franchement, ce qui est top, je trouve, sur une soirée comme celle-là, c'est que nous, forcément, on a un podcast, c'est un peu nouveau. Alors, c'est toujours pareil parce que c'est assez marrant. Finalement, les podcasts, c'est pas encore si répandu que ça parce que je pense qu'on était peut-être que 2 podcasteurs, ou en tout cas, l'autre qui avait un podcast, il n'avait pas commencé, on va dire, la création par là. Et du coup, c'est assez intéressant parce qu'ils sont tous assez curieux. Alors que bon, nous, en toute modestie, à côté d'un compte Instagram qui a peut-être 500 000 abonnés, forcément, on est tout petit parce que aussi on a commencé il y a pas longtemps, puis qu'on est sur une autre niche, puis en plus on fait pas non plus ça à temps plein non plus. Enfin, il y a plein de facteurs, mais en tout cas, je trouve vraiment intéressant de pouvoir rencontrer des gens que tu vois sur les réseaux et typiquement nous qui voulons des invités sur le podcast. Et d'ailleurs, justement, ça fait un peu le lien, c'est que je pense que dans les semaines, voire les mois qui viennent, vous allez avoir des invités très inspirants sur le podcast et c'est surtout l'objet de la soirée. Et franchement, là-dessus, je pense que le contrat a été bien rempli. Je vous en dis pas plus, ça sera des belles surprises, j'en suis sûr. Et effectivement, comme tu le disais juste avant, on parle à plusieurs personnes. Des fois, il y a des personnes qui nous paraissaient sympathiques, qu'on avait envie de recevoir sur le podcast, et au final, on se rend compte que, je sais pas, le feeling n'y est pas du tout. Pour un tas de raisons, tu peux dire, soit c'est une personne qui est réservée, soit peut-être pas un profil qui match, tu vois. C'était peut-être un mauvais jour, je sais pas. Ouais, c'est ça. Mais... Donc du coup, on se dit en tout cas, lui, au moins, on perd pas de temps, on sait qu'on l'invitera pas, ça nous évite de faire entre guillemets un mauvais épisode ou un épisode moins bien avec lui. Et à l'inverse, t'avais des fois des personnes qu'on ne connaissait même pas, et en fait, on s'est rendu compte, putain, mais cette personne-là, si elle vient sur le podcast, on va parler pendant 1 heure et ça va être génial. Et en plus, elle a un parcours de ouf, quoi. Et ça, vraiment, je trouve que c'est ce qui est un grand atout d'aller à ce genre de soirée. Alors bon, franchement, je pense qu'on ira pas toutes les semaines non plus. Mais si on a l'occasion d'en refaire, je pense que ça sera avec grand plaisir. Il y a un truc, alors du coup, je sais pas si c'est propre à Montpellier, mais du coup, je trouve que le monde, il est ultra petit. Au final, on se rend compte que sur des gens qu'on connaissait pas, on connaît les mêmes choses, enfin les mêmes personnes, etc. Enfin, il y avait plein de concours de circonstances, pour vous dire, j'ai même croisé mon cousin, incroyable. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est là où tu te dis qu'on est dans une ville qui est encore pas si grande que ça. C'est-à-dire que même des personnes que t'as jamais rencontrées, au final, tu te rends compte que t'as toujours une connaissance en commun. Et c'est bête, mais ça crée aussi du lien plus facilement parce que, je sais pas, directement, t'as un lien qui se crée plus facilement quand en fait t'as un tel en commun, même si c'est pas forcément un ami, des fois c'est juste une connaissance, mais en tout cas, ça veut dire qu'on vient des mêmes endroits, qu'on a les mêmes références, etc. Et ça, franchement, c'est top. Avant
avant qu'on passe peut-être au thème de l'épisode et aux questions, parce que là on a déjà une intro qui dure, je vais rapidement faire un point juste rapide pour tenir informé de nos financements, parce que t'as quand même oublié de parler tout à l'heure que je me suis fait jeter d'une banque cette semaine. Ah oui. Pour notre demande de financement, enfin incroyable. J'ai filtré, ouais, c'est vrai que je me suis dit, enfin, je trouve ça tellement. Ah ouais, non, c'est juste pour encore une fois rassurer les auditeurs qui sont en train de faire des financements et qui galèrent. Honnêtement, c'est pareil pour tout le monde. Alors heureusement, on n'a pas encore abandonné. J'ai encore 3 autres banques sur le coup, dont 2 où je sens très positif. Donc je vous le confirmerai dans les prochains épisodes si ça se confirme. Mais là, on a carrément une banque qui avait commencé à examiner le dossier. En fait, on n'était pas arrivé au bout parce qu'elle me demandait encore des documents. Il y avait toujours cette problématique du taux d'effort et je pense qu'on en reparlera peut-être plus tard dans un épisode qui sera plus tourné sur ce sujet-là et peut-être sur comment avoir son dossier bancaire après un accord de prêt après beaucoup de refus. Et en fait, la conseillère bancaire m'avait eu au téléphone peut-être le mardi et elle m'avait proposé de venir le lendemain à l'agence à 17h, pardon. Surtout que l'agence est assez loin de là où on habite, de là où je travaille. Enfin bon bref, ça me faisait un gros détour. J'ai dû organiser toute ma journée pour y être. Et en fait, elle m'a envoyé genre un mail 1 heure avant pour me dire qu'elle annulait le rendez-vous. Et moi, j'ai vu le mail et je me suis dit putain, c'est vraiment pas correct, etc. C'est pas ça qu'elle t'a envoyé. Elle t'a envoyé une attestation de refus de prêt. Oui, pardon. Sans préciser. Sans préciser. Qu'on ne voyait pas après. Oui, c'est vrai qu'elle avait. C'est vrai que t'as raison. Dans le mail, elle avait même pas parlé. T'aurais pu le déduire. On aurait pu le déduire. Mais bon, j'ai trouvé ça tellement incorrect, surtout qu'elle m'avait pas appelé. Et en fait, dans ces cas-là, t'appelles. Moi-même, le premier, j'ai déjà annulé un client à la dernière minute pour plusieurs raisons. En fait, t'appelles, tu t'excuses. Et en fait, là, elle m'a pas appelé. Moi, je me suis dit, tant pis, je me démonte pas le tout pour le tout. Je suis allé à l'agence. Elle m'a fait poireauter 25 minutes à l'accueil. Alors qu'en plus... Il t'avait annoncé ou pas? Oui. Ouais, il m'avait annoncé le gars à l'accueil. Oui. En plus, dans une agence où je sais pas pourquoi il n'y avait pas la clim. En ce moment, je fais que dans des endroits où il n'y a pas la clim, j'ai l'impression. Bref, et du coup, j'ai attendu vraiment, et c'est long, 20-25 minutes quand vous attendez un rendez-vous, pour qu'elle vienne me voir. Elle m'a même pas reçu 2 minutes dans mon bureau. Elle m'a dit là, dans l'accueil, qu'en fait, le dossier était refusé, que sa direction voulait pas aller plus loin, et que donc, en gros, je devais partir. Je peux te dire que là, j'étais partagé entre taper scandale et puis ils m'en battent les couilles, ils me disent allez, c'est pas grave, de toute façon, je travaillerai pas avec cette banque-là. Mais en fait, je trouve que c'est un manque de respect, un manque de professionnalisme qui est incroyable. Et vraiment, je comprends pourquoi les gens détestent les banques, tu vois. Et je trouve qu'en fait, les gens ont raison de détester les banques. La considération du client, elle est mais négative. Je pense que c'est les pires business de service. Sur la considération du client, parce qu'en fait on vit dans un pays où ils ont un monopole quasi exclusif, parce que c'est impossible de créer une banque. Même tu vois, les Américains, ils ont déjà essayé de genre JP Morgan, Morgan Stanley, etc. Ils ont déjà essayé de créer des agences en France, etc. Le marché français est tellement fermé que les 4, 5, 6 gros acteurs, en fait, ils s'en foutent complètement du client et que tu te retrouves traité de cette manière-là. Alors qu'en plus, je suis de la profession, et même en allant plus loin que ça, parce qu'on peut encore se dire que justement, étant donné que je suis de la profession, ils prennent peut-être moins de gants qu'avec les autres, mais je pense qu'au contraire, parce que en fait, je sais comment marche une banque et qu'en fait, à un moment donné, t'as quand même un service client, t'as des gens à qui tu peux te plaindre quand vraiment t'es traité de cette manière-là. Et en plus, le plus incroyable, là, vous comprendrez peut-être dans quelle banque je travaille ou je peux travailler, mais en fait, je suis allé voir une banque qui est pas ma banque où je travaille, mais qui est dans le même groupe. Donc ça vous donne un petit indice. Et là, je me suis trouvé encore plus incroyable. Je me suis dit, mais putain, je suis même on est salarié du même groupe. Et c'est de cette matière-là que vous traitez vos clients. Enfin, c'est un truc de fou. Bon, je suis pas trop étonnée. En fait, d'une manière générale, je trouve que tout ce qui est prestat de service, il y a une qualité qui est vraiment pétée, tu vois. Même chez nous, en comptabilité, en fait, souvent, c'est des gens qui n'ont rien à faire, tu vois. Ils sont pas payés assez cher, ils font des tâches de merde. Ouais, donc, en fait, ça se dégrade, tu vois. Ouais, mais là, c'est une question de respect, en fait. C'est vrai qu'elle a manqué de politesse. Ah oui, non, mais c'est la politesse élémentaire, quoi. Je veux dire, tu fais pas déplacer quelqu'un. Moi, je me suis tapé 1 heure d'embouteillage quand même avec cette histoire. En fait, c'est ça le truc, c'est que les gens s'en fichent. Ouais. Tu peux dire que oui, même si c'est mal poli, en fait. Après, je sais que tu lui as envoyé un mail pour dire que t'étais pas content. Honnêtement, c'est un peu pisser dans un violon avec des gens comme ça. Tu vois. Ouais, mais je pense que j'hésite à l'escalader parce qu'en vrai, je suis du même groupe, tu vois. Donc en fait, ça me fait un point. Ouais, c'est de l'énergie pour rien. Ouais. Je sais, mais en fait, à un moment donné, c'est même pas une question d'ego, c'est juste une question de respect. En fait, c'est que les gens peuvent pas s'en sortir en faisant des erreurs pareilles et que tout se passe bien derrière, quoi. Ok. On va passer aux questions. Ouais, question d'abonnés. Cette semaine, il y avait Hugo qui nous demandait si les loyers commerciaux sont indexés.
Oui, tout à fait. Les loyers commerciaux dans votre bail sont indexés. Vous les indexez sur l'ILC. Alors, c'est un indice qui est différent des loyers. Les loyers, vous savez, c'est l'IRL que vous avez. Vous tapez loyer IRL sur Google, vous avez le chiffre de l'INSEE. Et les loyers commerciaux, ça fonctionne exactement de la même manière, sauf que l'indice n'est pas le même. Ça s'appelle l'indice des loyers commerciaux, donc c'est l'ILC. Et pareil, c'est l'INSEE qui vous le donne. Donc, ça fonctionne de la même manière. C'est juste pas le même indice, c'est tout. Pensez à le mettre dans le bail commercial, du coup, ça... Oui, bien sûr, mais de toute façon, dans le cas où vous avez un locataire commercial, je vous recommande vraiment de faire vérifier votre bail par un conseil, parce que c'est quand même en général des sommes qui sont plus élevées que pour un loyer, et il faut quand même vérifier qu'il soit bien rédigé, ou alors en tout cas que vous ayez un très bon modèle de bail commercial et que vous y connaissiez un petit peu quand même. Ok. Et après, tu as eu des calls cette semaine et en call, on t'a posé une question qui peut être intéressante. Ouais, tout à fait. J'ai eu un call en conseil cette semaine d'un chef d'entreprise qui voulait un petit peu des conseils sur sa stratégie patrimoniale et qui se demandait un petit peu comment, quand on a déjà une entreprise à côté, qu'on travaille beaucoup, qu'on a une belle rémunération, comment est-ce qu'on se crée un patrimoine à côté. C'était vraiment un peu le thème du call, quoi. Le thème du call, tout à fait. Et en fait, il faut aller chercher les leviers là où ils sont, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes chef d'entreprise, vous avez votre boîte elle va valoir un certain prix, elle vous rémunère très bien en soi, c'est déjà votre boîte qui fait votre richesse quelque part, donc vous êtes un peu moins dans une logique de par exemple comme nous aujourd'hui qui sommes toujours salariés, d'investir dans l'immobilier, d'investir dans la bourse, d'investir dans les cryptos pour essayer justement de se créer une richesse qui permettra un jour de quitter son job. Quand vous êtes chef d'entreprise, c'est pas du tout l'idée, parce que l'idée c'est peut-être que vous travaillez longtemps dans votre boîte, dans la boîte que vous avez créée, et le jour où vous la revendez, c'est là où en fait vous pouvez prendre votre retraite ou en tout cas faire ce que vous voulez. Mais je pense que le risque majeur du chef d'entreprise, c'est le jour où sa boîte elle crache. Ça peut arriver, ou même si la boîte fait pas faillite, il y a un moment donné où ça peut moins bien se passer. Je vous donnerai des exemples dans l'épisode de la semaine prochaine, je pense qu'on fera. Parce que moi j'en ai plein en compta. Toi t'as plein d'exemples de boîtes qui se passent pas bien. Ouais. Donc, des trucs qui sont prometteurs et en fait ça se derrière crache, t'as bien raison d'en parler. Et en fait, quand vous êtes dans ce cas-là, la stratégie patrimoniale du chef d'entreprise, elle est du coup différente de celle d'un salarié. C'est qu'en fait, les piliers de l'immobilier et de la bourse, ils vont venir en fait lui créer une sorte d'assurance. C'est-à-dire que si sa boîte se crache ou si un jour sa boîte ça va pas, en fait le patrimoine qu'il aura constitué à côté, ça lui permettra de faire passer l'orage sans être en risque sur son style de vie, parce qu'il faut pas oublier qu'à un moment donné, quand vous vivez bien, votre plus grande peur c'est de vivre moins bien, c'est de pas pouvoir, de devoir vendre votre maison, de plus pouvoir partir en vacances, de plus pouvoir nourrir ou en tout cas venir aux besoins de votre famille comme vous le voudriez. Et c'est là où la nécessité pour le chef d'entreprise d'investir, elle se situe dans ce cadre-là, et commencer à faire du levier par l'immobilier, notamment l'immobilier locatif ou de l'immobilier notamment sur sa résidence principale avec de la plus-value, c'est les premières clés. Et également commencer à investir, parce qu'en général vous avez des gros revenus, il faut quand même coffrer une petite partie et typiquement commencer à l'investir en bourse, dans des types dans PEA, dans des comptes titres, sur des actions US, etc. Et de privilégier au maximum une gestion que vous allez maîtriser et de pas vous adresser à votre banque ou à vos assureurs qui vont vous vendre des assurances de vie qui vont vous faire du 2% de rendement par an. Enfin moi c'est les conseils que je veux donner aux personnes qui sont dans ce cas-là, c'est pas de se laisser avoir par tous ces vendeurs de tapis qui vous proposent des rendements qui seront éclatés au sol. Voilà, faites-vous un petit peu votre auto-formation sur ce sujet-là. Il y a plein de stratégies, on a déjà parlé dans ce podcast, qui permettent d'investir en bourse de manière simple, sans se prendre la tête et du coup en ayant peu de frais de gestion, de frais bancaires sur vos investissements. Et c'est ça qui vous permettra de vous constituer un capital à côté de votre entreprise. Ok. 17 minutes, on s'améliore toujours pas sur les intros. Ouais, ça devient un petit peu la règle entre un quart et un tiers d'intro. Mais bon, ça permet aussi de diversifier un peu, parce que des fois on peut avoir un sujet qui intéresse moins ou plus certains auditeurs, et je me dis des fois que l'intro ça permet de rééquilibrer un petit peu là-dessus. Enfin, en tout cas moi ça fait cet effet quand j'écoute des podcasts qui a des longues intros, des fois quand le sujet de l'épisode était un peu moins bien, mais finalement l'intro elle rééquilibre un peu, donc bon, j'espère que c'est comme ça que je vois bien, ouais, c'est ça. On voulait vous parler des arnaques crypto, parce qu'en fait c'est assez fréquent. Je sais que toi tu te fais souvent il y a souvent des tentatives de phishing, etc. Et en fait quelqu'un qui est peut-être pas trop aguerri ou quoi peut peut-être vite tomber, donc je pense que c'est bien qu'on fasse un épisode là-dessus. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, parce qu'en plus
je pense que c'est un petit peu un frein qu'il peut y avoir à l'investissement en crypto. Alors, ça marche aussi pour l'investissement en bourse. On va se concentrer sur les cryptos aujourd'hui, même si forcément les deux ont des méthodes, enfin les arnaqueurs utilisent souvent des méthodes un peu comparables, mais ça va surtout vous permettre que vous puissiez en fait investir sereinement et que vous passiez à côté de la plupart des pièges que vous tendent les arnaqueurs, les pirates, les hackers ou que sais-je, mais vraiment des grandes clés que vous allez pouvoir avoir à l'esprit et éviter 99% des fraudes parce qu'en vrai elles sont souvent pas très évoluées. Ouais. Est-ce qu'on a peut-être de services fact-checking, mais combien ça représente à peu près les arnaques? Non, on a pas, franchement c'est très difficile. Surtout en crypto où c'est quand même assez nouveau comme type de plateforme au final. Oui. Ça, quoi, j'aurais pas le chiffre exact parce que c'est pareil, en plus il y a pas vraiment d'organisme qui s'amuse à compter ça. C'est trop dur à retracer. Je sais que tu as quelques analystes qui publient sur le sujet et en termes d'ordre de grandeur, c'est des centaines de millions par trimestre. Donc c'est quand même colossal. Donc ça représente quand même pas rien. Après c'est toujours pareil, qu'est-ce que tu définis comme arnaque, comme fraude? On va y venir de toute façon dans le détail, mais tu peux avoir la fraude du faux broker, tu peux avoir le hacking de ton compte bancaire, tu peux avoir de ton compte bancaire quand je dis le compte crypto, tu peux avoir du phishing qui récupère tes identifiants, qui vient vider ton compte MetaMask. Enfin, tu peux vraiment avoir beaucoup de types de fraudes différents, donc ça dépend aussi qu'est-ce que tu mets dedans. Mais de toute façon on va voir tout ça en détail au cours de cet épisode. Yes. On peut peut-être essayer d'énumérer les plus grosses types d'arnaques, je pense, celles qui sont facilement reconnaissables et où on voit le schéma très rapidement, mais ça s'applique aux cryptos, mais je pense que comme tu disais un peu en intro, ça se fait aussi sur la bourse. Sur la bourse, après de manière moindre parce que c'est beaucoup plus régulé. En fait, il y a quand même un truc à voir là-dessus, c'est ce qui fait un frein, je pense, à beaucoup de gens qui veulent investir dans ce domaine, c'est que vous avez beaucoup moins de régulation qu'en bourse. Typiquement, vous avez des stratégies par exemple, je vous explique ce qu'est un pump and dump. Donc, en fait, c'est une stratégie où vous prenez un actif qui est peu liquide, vous faites en sorte de créer une fausse news ou de la publicité. Donc, par exemple, on va appeler le coin A, par exemple. Donc, le coin A, vous faites de la publicité en disant qu'il va y avoir une super news qui va vraiment le faire monter, etc. Et il est très peu liquide. Vous vous arrangez avec un groupe de personnes dans lesquelles vous avez un petit peu de liquidité à investir très fort d'un coup sur le coin A. Le coin A va s'envoler. Donc là, en fait, le marché, donc les gens qui regardent, les gens qui sont au courant, ont l'impression que la news fausse que vous aviez dite est vraie. Donc effectivement, il se passe quelque chose sur le coin A et qu'en fait, il est en train de rentrer en bull run. Et vous avez beaucoup de gens du coup qui viennent investir sur le coin A en pensant avoir plus tard des bénéfices. Et le groupe d'escrocs qui était à la base de cette arnaque, ils retirent leurs fonds au moment où le coin monte. Donc en fait au moment où les nouveaux rentrent, les premiers sortent et eux font des plus-values sur le dos des derniers qui vont se retrouver finalement à moins 50 voire moins 90% sur l'actif et c'est pour ça qu'on appelle un pump. Donc le pump c'est le fait de monter très fort et le dump c'est le fait de baisser très fort. Donc ça c'est typiquement un des types d'arnaques très, très réguliers qu'on trouve en crypto et qui est totalement impossible sur le marché boursier. Il y a l'AMF qui régule. Il y a l'AMF en France, mais je veux dire, il y a la SEC aux États-Unis. En fait, il y a dans toutes les grandes places boursières, vous avez des gendarmes qui viennent contrôler, puis même vous avez des freins, c'est-à-dire que typiquement, même aux États-Unis, quand vous avez dans la même journée une action qui fait plus 30 ou moins 30%, la cotation est suspendue jusqu'au lendemain. Donc c'est bête, mais c'est des mécanismes qui viennent empêcher tout simplement ce type de fraude, parce que quand comme ça vous avez une action trop peu liquide qui s'envole ou qui à l'inverse part à la cave, pour justement éviter que tout le marché saute et que ça puisse avoir des conséquences plus graves, on suspend la cotation. Donc il y a vraiment beaucoup de mécanismes sur le marché traditionnel de la bourse qui viennent empêcher ce type d'escroquerie, alors que chez les cryptos, comme c'est très décentralisé, vous pouvez complètement, parce qu'en fait vous pouvez tomber sur un petit exchange qui est dans un pays type Kazakhstan, Kyrgyzstan ou que sais-je, où en fait il y a très peu de régulation là-dessus et en fait l'action, enfin la crypto en l'occurrence peut très bien faire plus 800% dans la journée et moins 400%, non moins 400% c'est pas possible, mais moins 99% le lendemain et ça va gêner personne et il y aura pas en tout cas de gendarme qui va venir immédiatement se saisir du problème. Mais en fait, chaque crypto, il n'y a pas une technologie quand même derrière. À chaque fois, c'est pas juste une monnaie comme ça, tu vois. C'est pas forcément. Généralement, elles ont quand même là où tu investis, il y a quand même un projet derrière et c'est pour ça justement que tu investis. Donc
c'est fou de faire du pump and dump parce que si tu te renseignes un minimum, tu comprends que le projet derrière, il est pas viable ou à moins qu'il y ait vraiment une pub de merde derrière le projet, tu vois. C'est là où en fait la vérification des informations et la fausse news est très compliquée sur le marché crypto, et ça reviendra notamment tout à l'heure, on va vous parler de Winecoin, qui est un excellent exemple de ce type de fraude, où en fait des fois il y a sur le papier un projet ou un début de projet qui semble prometteur, et en fait derrière il n'y a rien du tout à part une bande d'escrocs qui veut juste récupérer des fonds et partir avec dans un paradis fiscal. Donc c'est pas aussi simple que de se dire qu'à partir du moment où il y a un début de technologie ou de quelque chose, il y a forcément une vraie raison d'investir et quelque chose de solide. Ça, t'appelles ça des arnaques comme par schéma de Ponzi ou pas trop? Non, c'est différent. Alors, ça dépend. Par exemple, effectivement, si on veut parler peut-être du premier cas qui est typiquement le système pyramidal de Ponzi. Ouais. Ça, là encore, il n'y a pas que dans les cryptos. Il n'y a pas que dans les cryptos que ça existe, mais dans les cryptos, c'est très simple parce qu'en fait, notamment quand vous êtes sur un schéma où en fait vous promettez une rémunération à vos, c'est ça le vrai système de Ponzi, c'est promettre une rémunération à ses investisseurs. Les premiers rentrent, quand les suivants arrivent, vous rémunérez les suivants avec l'argent des premiers, et du coup les premiers se disent en fait ça marche, ils remettent encore plus de fonds, et comme ça vous créez une boule de neige qui est de plus en plus grosse, et tant que vous avez beaucoup d'entrées de liquidité, votre arnaque elle tient la route, et le jour où vous avez moins d'entrées de liquidité, c'est là où le château de cartes s'effondre, qu'on se rend compte qu'en fait derrière ça il y avait rien, parce qu'en fait la rémunération qu'avaient ceux qui étaient déjà là, en fait elle était faite sur le dos des premiers, donc en fait il n'y avait pas de création de valeur, il n'y avait rien qui justifiait cette rémunération, et votre crypto finit par valoir zéro, et tous ceux qui ont investi dedans ils ont perdu de l'argent, et souvent tu avais des escrocs à la base qui se sont arrangés pour que bien sûr dans l'opération ils tirent suffisamment de bénéfices pour pouvoir être tranquille derrière, même si des fois ils se font rattraper par la justice, mais dans le circuit des cryptos, c'est quand même pas souvent. En fait, il faut vraiment qu'il s'est fait une grosse dinguerie pour que la CIA commence ou le FBI commence à aller chercher, mais des fois en fait personne ne les retrouvera jamais, et en fait ils vont vivre parfaitement avec le fruit de leur escroquerie, quoi. Ouais. Après, on en parlait un petit peu, il y a tout ce qui est les tentatives de phishing et de hacking. Alors, du coup, je me demande encore une fois comment est-ce que c'est possible. Peut-être que c'est un peu naïf de ma part, tu vois, mais moi je me dis, quand je reçois souvent phishing d'une manière générale, tu vois, t'as impôt.gouv qui t'envoie un texto en mode vous avez pas réglé votre amende, mais qui se fait encore avoir par ça, tu vois. Enfin, je me dis ou que les gens qui t'appellent c'est votre agence bancaire, je me dis quand même c'est flag, et en fait sur les cryptos ça arrive quand même assez souvent. Ça arrive quand même. Alors t'as raison d'en parler parce qu'effectivement c'est des modèles de fraude qu'on retrouve à l'échelle globale de notre société aujourd'hui, et pas du tout que dans les cryptos. Et comme tu dis, les arnaques, je pense que les auditeurs du podcast ils voient très bien, parce que moi je reçois des mails ou des SMS toute la journée sur vous avez perdu votre colis est bloqué à tel endroit, vous avez été verbalisé pour ne pas payer plus d'amende, vous devez immédiatement vous connecter. Enfin, vous avez toujours des tentatives de phishing. Donc le phishing, ça s'appelle l'hameçonnage en français, c'est simplement le fait de récupérer vos informations, donc votre mail, votre identifiant, votre mot de passe, et de le réutiliser. Derrière, les pirates peuvent derrière simplement se connecter à vos comptes et voler votre argent, aussi simple que ça. Dans les cryptos, ça va prendre des formes qui vont être un peu plus avancées quand même. C'est que typiquement, faut pas oublier que contrairement par exemple à votre banque, ou quand vous recevez comme ça un mail un peu bizarre de votre banque, vous pouvez vous rendre à votre agence bancaire, où vous avez un conseiller physique que vous connaissez, à qui vous pouvez téléphoner et vérifier si c'est bien lui qui est à l'origine du mail. Moi, mes clients, ça leur arrive quasiment quotidiennement. Et dans les cryptos, la plupart du temps, ça va être une plateforme. Vous avez des contacts avec la plateforme que par mail. Vous n'avez pas de conseil dédié. Donc le jour où vous recevez un mail qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de la plateforme, qui vous dit oui, si vous mettez pas à jour vos informations, votre compte va être bloqué sur la plateforme, en fait, on peut vite s'inquiéter. On peut vite avoir l'impression que si on ne répond pas immédiatement, notre compte va être perdu et qu'on ne récupérera pas notre crypto. Donc en fait, ils vous mettent cet effet de pression où vous rentrez vos informations, votre identifiant et votre mot de passe que vous aviez sur votre plateforme crypto. Eux peuvent ainsi récupérer vos infos, se connecter et bloquer derrière, tout simplement vider votre compte. Et ça, malheureusement, ça arrive énormément. Moi-même, à une époque, ça m'avait fait rire. J'avais été contacté par mail par une des plateformes crypto où j'avais des fonds. Et en fait, j'étais persuadé que c'était un phishing tellement le mail, il me paraissait
très bizarre. Mais et en plus, toi, tu me dis ça même quand les impôts t'envoient un message. Ouais, tu sais, sur la messagerie, ils me retransfèrent le mail en mode la DGFIP, vous avez un message qui vous attend. Il me dit, c'est une arnaque ça, non? Ouais, moi je suis extrêmement vigilant sur le phishing. Je clique jamais sur aucun. Enfin, en soi, si vous cliquez sur un lien, c'est pas grave, mais je veux dire, je rentre jamais d'informations après un lien sur un mail, par exemple. Même si je reçois un mail qui me demande de me connecter sur le lien, en général, je vais pas me connecter via le lien qu'on me donne. Je vais me connecter directement via l'application sur mon ordinateur ou sur mon téléphone. Donc voilà, ça c'est vraiment des éléments extrêmement importants et très simples pour éviter justement le phishing. Et moi, ça m'est arrivé du coup, comme j'expliquais, à une plateforme qui m'avait demandé des informations par mail et qui m'avait demandé de me connecter à un lien pour les envoyer. Et moi, ça me paraissait, mais c'était déjà il y a un petit moment, hein, c'était en 2019 ou 2020. Moi, ça me paraissait tellement gros que j'ai récupéré le lien, je l'ai envoyé au support de la plateforme en disant attention, il y a des tentatives de phishing sur vos mails. Et en fait, ils m'ont répondu que non, c'était bien eux. Et moi, je me suis dit mais attends, ils sont complètement cons sur leur plateforme ou pas? Parce qu'en fait, ils envoient des mails, on dirait des mails de hackers. Parce que je sais pas comment te dire, mais même la manière dont le mail s'affichait sur mon téléphone n'était pas normale par rapport aux autres mails que m'avait envoyé la plateforme. Et en fait, non, c'était pas une fraude. Donc, comme quoi, des fois, moi, je suis un peu trop stressé là-dessus. Mais en tout cas, pour le coup, je touche du bois, mais je me suis jamais fait avoir avec le phishing. Après, le hacking, c'est encore différent. Ouais. Le hacking, c'est ils vont directement craquer votre mot de passe. En général, il leur faut quand même quelque chose. Il faut quand même qu'ils aient de base votre identifiant. Donc en général, souvent les hackers, ils vont malheureusement même il y a pas très longtemps, c'est l'assurance maladie qui s'était fait pirater. Oui. Ils avaient récupéré je sais pas combien de millions d'adresses mail et de plus ou moins d'informations confidentielles. Donc les hackers là, ils achètent sur le dark web un ensemble de données qui leur permettent ensuite de commencer à faire tourner des programmes informatiques qui vont venir essayer de casser vos mots de passe. Et notamment dans le cas des cryptos, s'ils ont réussi à récupérer un début d'information sur votre compte, ils peuvent essayer de faire tourner leurs outils informatiques pour craquer votre mot de passe. Là, malheureusement, il n'y a pas 50 solutions pour s'en prémunir. C'est avoir des mots de passe compliqués, ne pas avoir les mêmes mots de passe partout. Et moi, je sais que je suis pas malheureusement une référence là-dessus. J'ai beaucoup de mots de passe, mais malheureusement, il y en a certains que je réutilise à plusieurs endroits. Avoir des mots de passe très longs avec beaucoup de caractères, ça aussi, ça vous aide. Et le dernier point, et ça, notamment sur les plateformes crypto, moi, je le mets toujours en place et je vous conseille de le faire, c'est l'authentification à 2 facteurs. Donc, c'est-à-dire que pour vous connecter à votre plateforme, vous avez besoin de 2 mots de passe. Et c'est bête, mais avec l'authentification à 2 facteurs, c'est quasiment impossible pour un hacker de craquer le mot de passe parce qu'en fait, même s'il craque le premier, il n'aura pas le deuxième. Et en fait, faut savoir qu'ils ont un nombre d'essais quand même limité. C'est-à-dire que derrière la plateforme, quand il y a des tentatives de connexion, s'il y a trop de connexions, elle va se rendre compte ou trop de tentatives de connexion, elle va se rendre compte qu'il y a un problème. Donc c'est aussi une manière de se protéger. Ok, ouais. Tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, un truc un peu comme ça. Moi, je sais que mon père utilise un truc qui crypte les mots de passe automatiquement. J'ai des amis qui utilisent ça aussi. C'est quoi ? C'est Key Il y en a plusieurs, j'ai pas les noms, mais effectivement, je sais pas si c'est bien ça, du coup. Si, moi, il me dit que c'est bien parce que ça empêche justement de se faire hacker, mais... Bah, le problème, c'est que c'est des gestionnaires de mots de passe et que moi, je vais toujours un petit peu au-delà de ce problème. Et c'est que je me rends compte qu'à partir du moment où vous avez comme ça un programme qui chiffre vos mots de passe, ça veut bien dire qu'à un moment donné, vos mots de passe, ils sont stockés quelque part. C'est comme, par exemple, vous pouvez l'avoir sur Google Chrome. À chaque fois que vous vous connectez à une nouvelle page Internet, Google Chrome, il vous propose d'enregistrer vos mots de passe pour vos prochaines connexions. Alors, ça paraît sympa parce qu'en fait, ça vous permet de vous connecter plus rapidement au site et je sais que c'est chiant de taper son mot de passe, sauf qu'en fait vous avez un fichier texte qui est renseigné dans votre ordinateur avec la liste de tous vos mots de passe et le lien des sites en question. Donc c'est pour ça que moi à partir du moment où tu as un outil qui retient tes mots de passe, même s'ils sont cryptés, il y a toujours un moment donné où on peut faire sauter le verrou. Alors bon, si maintenant c'est une solution payante qui est quand même réputée pour ça, il y a peu de chances que ça arrive, mais voilà, moi c'est aussi une des raisons pourquoi je me suis pas tourné vers ce type d'outil. C'est toujours la peur du piratage et que en fait vous soyez obligé de changer tous vos mots de passe partout et là ça serait le pire quoi. Ouais. Ok pour phishing hacking. Ouais. Et il y en a peut-être une dernière. On peut, parce qu'on a parlé du Ponzi, du phishing, du hacking. Il y a le pump and dump dont j'ai parlé un peu en introduction, qui est aussi un des types d'arnaques courantes. Celle-là, c'est pour vous en prémunir, c'est assez simple. Évitez d'investir sur une crypto que vous ne connaissez pas, qui a l'air peu liquide. C'est simple. Vous prenez le nom de la crypto, si elle est dans le top 5000 ou le top 10 000, c'est-à-dire que vous voyez quand par exemple moi j'utilise CoinMarket, qui est une application qui vous permet d'avoir en temps réel les cours et les valorisations des différentes crypto-monnaies. Vous avez en même temps leur position de classement sur le marché. Si elle est référencée sur cette plateforme, ou pire, si elle n'est pas référencée sur CoinMarket, c'est encore pire, c'est-à-dire qu'elle est encore plus petite que
est trop petite même pour être référencée, à ce moment-là, vous êtes sur un actif qui est trop peu liquide et dites-vous bien que si vous avez une information, il y a d'autres gens avant vous qui l'ont eu et à moins que vraiment ça soit le prochain Shiba ou le prochain Dogecoin ou vraiment la prochaine crypto-monnaie qui va exploser, il y a surtout de grandes chances que ce soit une arnaque, soit une fraude, soit un projet qui est surcoté et que à la fin vous perdiez de l'argent. Donc en fait, ne soyez pas gourmand. Là, on va reparler de ce dont on avait déjà parlé dans d'autres épisodes, c'est le FOMO. Ouais. Donc le fear missing out, donc la peur de ne pas être dans le marché et ça vous pouvez l'avoir dès qu'il y a un actif qui monte énormément, vous dites oh mince, si j'avais investi je serais déjà à x5 x10 sur mon investissement. Ça malheureusement ça arrivera toujours, hein. Tous les jours vous avez des actifs ou des nouvelles stratégies d'investissement qui marchent. Dites-vous simplement que c'est pas du tout avec ce type de stratégie que vous deviendrez riche si c'est votre objectif, ou en tout cas que vous créerez un capital important. À chaque fois que vous avez comme ça une promesse très grande de gains, c'est certain que derrière il y a de grandes chances que ce soit impossible, voire que vous perdiez votre argent, parce que en fait c'est un travail de long terme, et à moins que vous ayez vraiment de la chance, ce qui peut arriver, il y a 2-3 personnes qui ont eu de la chance, qui sont tombées du jour au lendemain millionnaires en crypto, mais sinon dans la plupart des cas il y a des stratégies raisonnées qui dans le temps long vous permettront de constituer un vrai capital et de pas simplement à chaque fois cramer votre investissement que vous avez mis. Tu veux parler du dernier type de fraude ? Moi, je le connais pas du tout. C'est, comment tu dis, ICO ? Les ICO. En fait, c'est simple, c'est l'équivalent d'une introduction en bourse de crypto. Ah, ok. C'est-à-dire qu'en fait, avant l'ICO, en fait, elle est considérée comme privée, donc vous avez qu'un petit nombre d'investisseurs, donc en général, les gens qui sont à l'origine du projet et ceux qui l'ont financé, qui ont accès au token. Et l'ICO, c'est le moment où, en gros, la crypto-monnaie commence à être accessible au public, donc n'importe qui peut l'acheter. En général, souvent, elles sont pas disponibles sur toutes les plateformes. Il faut passer il faut directement aller on-chain, donc sur la blockchain pour pouvoir récupérer des tokens juste après une ICO. Et le problème, c'est que à une époque, je pense notamment le bull run 2017-2018, c'était là où c'était un peu la grande époque des ICO. Vous en aviez toutes les semaines et peu importe, ça pouvait être un coin en forme de canard et le lendemain ça avait pris. Mais ça 10 c'est 000%. un vrai truc ou c'est des gens juste qui font pas exprès, ils pensent se faire une crypto qui est viable ou... Ah si, une ICO quoi qu'il arrive, t'as des gens qui ont décidé de la faire. D'accord. Maintenant la question c'est est-ce que c'est une vraie ICO? Oui, voilà, par exemple peut-être qu'il y a des gens qui ont participé à l'ICO de Ethereum par exemple, et quand tu participes à l'ICO de Ethereum, forcément t'as fait la meilleure affaire de ta vie. Maintenant si tu participes à l'ICO d'un sombre projet qui est vraiment une arnaque ou une fraude, en fait l'argent que tu vas mettre en pensant acquérir des tokens, tu vas jamais le revoir et ton token il vaudra zéro. Et tu peux jamais retrouver, même si tu vas sur la blockchain, où est-ce que c'est parti? Non, ça doit partir dans des pays. Non, parce qu'en fait, si tu veux acheter un coin, c'est une opération, donc ça veut dire que tu donnes de l'argent et que tu le reçois. Donc à partir du moment où tu fais ton investissement, toi quoi qu'il arrive, tu as eu ton token, eux ils ont reçu. En plus souvent quand tu achètes une ICO, tu l'achètes pas avec de l'argent, tu l'achètes avec un autre token que tu échanges. Donc par exemple, je sais pas moi, si toi tu as fait ton ICO, tu l'as payé en Ethereum par exemple, donc tu donnes tes Ethereum, tu reçois une autre type de crypto. Les gens qui t'ont vendu cette crypto, ils ont reçu eux des vrais Ethereum qui valent de l'argent, et en fait toi tu te retrouves avec zéro et eux ils gardent tes Ethereum. Donc c'est une fraude qui arrive. Après c'est moins courant parce que la grande hype des ICO elle est un peu partie. Maintenant il y a vraiment que les gens très spécialisés, très connaisseurs sur le domaine qui y sont. Moi par exemple j'en ai jamais fait aucune des ICO parce que je trouve que c'est difficile, et en tout cas dans ma stratégie aujourd'hui, l'énergie qu'il faut pour trouver une pépite sur une ICO ne vaut pas le coup en temps et en énergie pour le faire. Il y a un peu de délit d'initié aussi, tu vois, faut être dans les bons réseaux au bon moment, dans les bons pays où ça va se passer pour être au courant de la chose, sinon, je veux dire, c'est pas... Ah oui, c'est sûr, c'est pas monsieur tout le monde. En général, une ICO, elle commence le célèbre site internet que peut-être nos auditeurs connaissent, c'est Reddit. Donc c'est un très gros site américain où on parle de beaucoup de sujets, mais notamment crypto. Et c'est sur ce type de site que tu as beaucoup de crypto ou de projets qui se sont lancés. Et en général, tu as les informations qui commencent à aller sur ce site-là. Alors des fois, tu peux avoir un vrai projet. C'est pas toujours de la fraude. C'est ce qui fait d'ailleurs que ça marche. Si par exemple toutes les ICO c'était de la fraude, plus personne n'investir en ICO. Donc en fait, malheureusement, tu as des vrais ICO qui fonctionnent et tu en as beaucoup à côté qui sont des fraudes, ce qui fait que ça rend ça très difficile. Moi, honnêtement, à moins que vous soyez vraiment un expert en crypto, je vous déconseille d'aller vers ce type d'investissement. Laissez les ICO de côté, attendez que les coins y soient listés sur les grands exchanges et vous aurez déjà évité une grosse partie des fraudes. Il y a peut-être un dernier type d'arnaque qui est moins courant aujourd'hui, mais qui l'était un peu plus à l'époque.
on va reparler de notre cher ami Salm Altman et FTX. Bah, c'est le broker qui... Ouais, voilà, c'est les fraudes sur les brokers. Les brokers qui font n'importe quoi avec votre argent. Alors ça, à part c'est vrai, en plus, ouais. mettre votre argent sur des clés Ledger, sur un MetaMask, de diversifier votre investissement en ayant plusieurs brokers, c'est compliqué de s'en prémunir parce qu'à l'époque FTX c'était quand même la deuxième plus grosse plateforme crypto. Elle a fait faillite parce que le mec faisait n'importe quoi avec votre argent et ça montre que c'est très peu régulé dans les cryptos parce que typiquement une banque aujourd'hui pourrait pas faire la même chose et ça malheureusement il y a pas vraiment de moyen de le savoir si ce n'est la base. Commencez pas à investir sur des brokers que personne ne connaît, qui semblent petits ou le site internet il a été créé il y a 2 mois. Voilà, à un moment donné il faut quand même être assez logique. Faites vos recherches quand comme ça vous voulez investir sur un nouveau broker. De toute façon, il n'y en a pas 15 000. Il y a Binance, Kraken. Si, il y en a beaucoup. Enfin, il y a KuCoin, il y a Crypto.com, il y a Bitfinex. Ceux qui font du KYC, c'est ceux qui ont la chance d'être le plus sérieux et le plus robuste ou pas? Ah, ça dépend. Honnêtement, parce que tu donnes quand même ta carte d'identité. Je crois que c'est sur Binance où il y a un sacré KYC. Oui, mais en fait, c'est parce que Binance, eux, ils sont très régulés aux États-Unis. Il y a Coinbase aussi que j'ai pas cité, qui est lui aussi, qui est un peu le champion qui est poussé par les autorités américaines. Donc forcément, quand ils commencent à être gros, qu'ils sont régulés, qu'ils ont envie de pas se prendre des amendes à plusieurs milliards par les autorités américaines, en général, ils font cet effort de faire du KYC. Mais c'est pas parce qu'une plateforme vous fait un KYC qu'elle est forcément sûre. Et à l'inverse, ce n'est pas parce qu'une plateforme ne vous fait pas de KYC que c'est forcément un exchange de pirates parce que moi à l'époque j'ai investi sur certaines plateformes qui m'ont demandé aucune information et qui existent toujours aujourd'hui et qui n'étaient absolument pas des arnaques quoi. Ouais. Donc c'est pas un gage de fiabilité d'avoir un KYC. Donc peut-être juste pour rappeler le KYC pour nos auditeurs, c'est simplement le fait qu'ils vous demandent des pièces d'identité, des avis d'impôt, en fait qui s'assure que quand vous créez un compte au nom de quelqu'un, vous soyez bien la vraie personne derrière. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle le KYC. Pardon. Et peut-être qu'on peut donner quelques exemples d'arnaques, non, qui se sont passées. Ouais, moi j'ai 2 exemples en tête qu'on a préparés pour l'épisode. Tu parlais du premier? Moi, je me connais pas trop en vrai. Je sais qu'il y a MTGOX. Ça c'est connu quand même. Oui, alors ce qui est particulier avec MTGOX, c'est que MTGOX est un des plus gros, c'était le plus gros exchange crypto à l'époque. Alors il a fait faillite en 2014, ça remonte déjà une dizaine d'années. Je sais qu'on en a déjà parlé une autre fois dans cet épisode, enfin dans ce podcast, pardon. Mais c'est assez intéressant parce que c'était pas une fraude, c'était pas comme FTX. FTX c'était vraiment la direction qui avait décidé de faire n'importe quoi avec le flouze, alors que MTGOX ils se sont fait hacker. Et c'est les hackers qui sont partis avec tellement de bitcoin que ça a mis la plateforme en faillite et que ça les a empêchés de payer tous les clients, même si aujourd'hui les clients ont commencé à se faire rembourser. Et ce qui est marrant, c'est qu'on voit à quel point c'est spéculatif les cryptos, c'est que les clients qui avaient perdu de l'argent à l'époque, en fait ils récupèrent plus d'argent qu'ils ont perdu aujourd'hui, parce que souvent à l'époque ils ont par exemple perdu un bitcoin qui valait peut-être 500 € à l'époque, et aujourd'hui avec le prix du bitcoin actuel, même si on les rembourse que partiellement, on leur rembourse plus que ce qu'ils ont perdu. Bon bref, comme quoi ça se finit bien, mais bon, faut pas oublier qu'on les rembourse genre 10 ans après, tu vois. Donc c'est quand même assez nul de s'être fait d'avoir perdu des billes dans MTGOX, mais justement c'est pour vous montrer que c'était une plateforme qui était, donc elle n'était pas régulée, honnêtement en 2014 personne n'était régulé dans le domaine des cryptos, mais voilà, c'était quelque chose de solide. Il y avait des gens derrière, ils avaient fait des levées de fonds, la plateforme fonctionnait bien, elle avait quand même un certain contrôle. Je sais qu'elle n'était pas forcément non plus que utilisée pour les fraudes, les pirates, les hackers, etc., même s'il y en avait sur la plateforme, mais il y en avait partout dans la crypto à l'époque, ça s'est assaini un peu plus tard, mais c'est surtout qu'ils se sont fait avoir les mots de passe d'employés et que ça a permis de vider complètement les wallets de la plateforme. Et ça, vous étiez client à l'époque, vous n'avez rien pu faire pour vous en protéger et vous avez perdu des billes dans l'histoire. Donc c'est pour bien vous montrer que dans les cryptos, c'est pas comme quand vous avez un compte à la caisse d'épargne. Du jour au lendemain, vous pouvez tout perdre. Donc pensez toujours à diversifier, sécuriser au maximum vos cryptos et un jour les vendre et les récupérer en vrai argent, surtout. Et les récupérer, et pire encore si vous avez parce que ça avec les stablecoins, c'est souvent tentant de rester sur la plateforme en stablecoin parce que tant qu'on est en stablecoin, on paie pas l'impôt. Mais le jour où vous récupérez les fonds en vrai euros ou en vrai dollars, il faut les sortir dans une banque quand même régulée, de pas les utiliser, de pas les garder que sur les plateformes. En théorie, aujourd'hui, on pourrait vivre sans banque et n'être que sur des exchanges crypto. Le problème, c'est que c'est quand même pas le même niveau de sécurité de votre patrimoine financier, malheureusement. C'est le jeu d'un système décentralisé, il y a des avantages et des inconvénients.
Et ça, c'est l'inconvénient, c'est que du jour au lendemain, il peut se passer. Donc là, MTGOX, c'était le cas d'un piratage, mais bon, vous avez les cas des faillites aussi. Je n'ai peut-être pas d'autres exemples qui me viennent en tête de plateformes qui ont fait faillite, mais simplement parce que forcément, vous avez un bull run. Là, ça se passe bien, l'entreprise elle engrange des gros bénéfices. Et le jour où on est en bear market, là, forcément, vous avez les valorisations qui s'effondrent, vous avez les transactions, le volume des transactions qui baisse, et derrière, la plateforme elle gagne moins d'argent, elle doit licencier. Si elle licencie pas assez, à la fin, elle fait faillite, quoi. Ouais. Il y a OneCoin aussi. OneCoin, tout à fait. Alors ça, c'est encore plus intéressant. Alors, je pense c'est récent en plus, du coup. Non, OneCoin, c'est pas récent. Ça a commencé en 2014, ça a fini en 2016-2017. Alors là encore, vous déterre des dinosaures de la crypto, mais c'est un peu pour vous montrer que maintenant, on a quand même un petit recul sur cet écosystème, même si pour mes collègues, ce qui est assez drôle, c'est que dès qu'on parle crypto, tu sais, ils ont toujours la vision, genre comme si on était en 2012, que c'était utilisé que par les pirates et que c'était forcément de la fraude. Ouais, mais c'est complètement ça. Et même, ils nous font des présentations de l'écosystème crypto qui vont, allez, j'exagère, pas 10 ans, mais qui ont au moins 5 ans de retard, quoi. Je trouve que c'est une vraie... Par contre, ne pas s'y intéresser, c'est quand même un vrai handicap, quand même. Au bout d'un moment, il faut faire un peu avec son temps. Mais complètement. C'est pour ça aussi, tu vois, qu'on en parle, parce que je sais qu'on parle beaucoup d'immobilier dans ce podcast, donc forcément, je pense qu'on a beaucoup d'auditeurs qui aiment beaucoup l'immobilier, mais ça fait partie quand même des classes d'actifs aujourd'hui où il faut absolument, au moins, même si on n'est pas investisseur dedans, s'y intéresser, savoir que ça existe. Et pourquoi je parlais de ça, c'est que, en fait, OneCoin, ça remonte, mais c'est pour vous montrer qu'on a aujourd'hui un certain recul quand même sur l'histoire des cryptos. Maintenant, ça fait une quinzaine d'années. C'est pas comme si c'était arrivé l'an dernier. Et en fait, à l'époque, ce projet avait été créé par plusieurs investisseurs. Alors, notamment, il y avait une femme qui était à l'origine de cette escroquerie. Je citerai pas son nom parce qu'elle a des origines bulgares et que je vais l'écorcher. Mais en fait, il avait lancé un super projet qui était là pour concurrencer le Bitcoin. C'était donc un peu une sorte de projet de Bitcoin centralisé qui devait être lié à des produits d'éducation. Donc, en gros, quand vous investissiez dans le token, vous pouviez le racheter contre de la formation sous différentes formes. Puis ils avaient créé en plus une plateforme, une sorte de market un peu comme Amazon où vous pouviez payer avec le fameux coin. Et ils ont réussi à tirer 4 milliards quand même avec leur projet. Et sauf qu'en fait, on s'est rendu compte au bout de 2 ans qu'il n'y avait même pas de blockchain. Donc tu vois, quand t'en parlais tout à l'heure derrière, tu disais qu'il y avait forcément une technologie. Ils avaient fait tellement de publicité en faisant plein de conférences partout et en vantant le projet comme quoi c'était un truc de ouf. Ils avaient même pas pris le temps de développer une vraie technologie, de faire un semblant de blockchain derrière, même s'ils avaient encouragé 3 développeurs, ils avaient même pas fait cet effort-là, et pour autant ils ont réussi à lever des fonds faramineux. Bien sûr, à la fin, tout le monde s'est rendu compte que c'était un énorme scam. Après, il y en avait pas autant aussi à l'époque, donc ça avait été plus facile pour eux. Mais quand c'est comme ça, ces gens-là, ils vont en prison ou non? En fait, du coup, c'est juste vous avez fait une arnaque, tant pis, quoi. Alors là, j'ai regardé justement pour préparer l'épisode, je voulais savoir un peu où ça en était. Ils ont été condamnés l'an dernier à 10 ans de prison, je crois. Alors je ne sais plus dans quel pays, je sais pas sous quel régime, parce que c'est toujours pareil, si vous êtes condamné à 10 ans de prison dans un paradis fiscal, en fait, vous allez peut-être même pas les faire en prison les 10 ans, mais bon. En tout cas, ils ont été condamnés. En revanche, ils n'ont pas restitué les fonds qu'ils ont volés à leurs investisseurs. Et au cours de l'enquête, on s'est rendu compte que notamment, ils avaient réinvesti en 2014, 2015 et 2016 une très grande partie du produit de leurs méfaits dans de l'immobilier, notamment aux Émirats Arabes Unis. Et donc, ça permet de bien souligner quand même que dans ce type de pays, quand vous voulez investir dans l'immobilier, on vous demande pas d'où vient votre argent, parce que n'importe qui aujourd'hui qui a même ne fût-ce que 50 000 euros ou 100 000 euros, il va acheter un bien immobilier, il fait pas de crédit bancaire, il fait un virement au notaire, le notaire va devoir lui demander une attestation de provenance des fonds, avec les lois Solvency qu'on a notamment en Europe qui sont très contraignantes sur le contrôle de l'argent, et on voit que tu as d'autres parties du globe où tu peux débarquer avec des millions voire des milliards et que personne va te poser la question, que tu vas pouvoir faire des grands investissements là-bas, surtout que ils ont acheté de l'immobilier à Dubaï en 2015-2016. Je pense qu'ils ont au moins fait x3 sur leur investissement depuis. Donc en plus, ils ont réussi à faire de la spéculation avec le fruit de leur escroquerie. Donc bref. C'était juste pour vous montrer que même c'était tellement peu régulé l'univers des cryptos que vous pouvez carrément avoir comme ça des projets où il y avait même pas de technologie derrière. Et moi personnellement, j'avais pas investi dedans parce que j'étais
quand en fait ça s'est su, j'étais au tout début de mon intérêt pour les cryptos, et puis même moi j'investissais que sur les brokers, ils étaient pas listés chez beaucoup de brokers, donc c'est pour ça que j'ai pas été investisseur de OneCoin. Mais si demain t'avais un projet aussi gros que ça qui sortait, quoi qu'il arrive, quand tout le monde commence à en parler, il faut vérifier quand même si t'as une technologie derrière, il faut faire un petit peu cet effort de se renseigner. Mais je pense que ça va nous amener à la troisième partie de l'épisode, de savoir un peu comment on se protège de tout ça. Voilà, j'allais dire, ça fait partie des conseils de cet épisode, c'est principalement faire de la recherche, comme on appelle ça, due diligence, je sais pas comment dire en français, mais oui, faire pas mal de recherches sur là où vous mettez votre argent, sur les coins que vous achetez, et déjà, ça limite vachement le risque en fait. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, comme on l'a dit déjà au cours de cet épisode, si vous pensez avoir l'information du siècle que personne a, à moins que vous soyez analyste chez Standard & Poor's ou Moody's, en fait, il y a très peu de chances que vous ayez une information que le marché n'a pas. Donc, si vous avez une information qui est soi-disant secrète, posez-vous la question comment ça se fait que vous l'avez, et vérifiez de ce fait qui vous l'a donné. Et en tout cas, si vous l'avez trouvé sur un forum, il y a de grandes chances que ce soit juste une fake news. Donc, ne vous faites pas avoir bêtement comme ça. Renseignez-vous quand même dans ce que vous investissez. Moi, je suis pas du tout un expert de l'ensemble de la cryptosphère. J'ai investi dans 25 ou 30 projets. Je les connais pas par cœur, mais au moins je les connais dans des grandes lignes. C'est quand même des projets qui existent depuis pas mal d'années, qui ont beaucoup de liquidités. Donc, je sais en tout cas que les cryptos dans lesquels j'investis, ce sont pas des scams. C'est en général des cryptos. Peut-être la crypto la moins bien capitalisée dans laquelle j'ai investi, elle est dans le top 500. Et le top 500, ça doit faire quoi? Ça doit faire entre 300 millions et 1 milliard, je pense, de capitalisation en fonction de l'évolution du bull run. Ouais. Donc bon, c'est pas non plus des trucs qui valent 3 copecs et non, il y a 20 investisseurs, quoi. Il y a un conseil, mais je pense que c'est valable pas qu'en crypto. C'est faites attention aussi quand les gens ont quelque chose à vous... Enfin, généralement, quand ils ont quelque chose à vous vendre, c'est qu'ils y gagnent forcément derrière. C'est ça. Et ça, c'est valable dans la vie d'une manière générale. Donc ne pas faire confiance à n'importe qui, ne pas rejoindre des canaux Telegram un peu foireux. Là en ce moment il y a un mec que je vois tout le temps sur Insta qui est là, ouais, moi j'ai fait 60 000 euros de gains, je sais investir dans la crypto, j'y suis depuis 2015 alors que il a notre âge, quand en 2015 on avait 18 ans. Enfin, tu vois, des fois, je me dis, faites quand même gaffe aux gens qui disent tout savoir, tout connaître. Mais c'est bien, ça me fait une excellente transition d'un sujet qu'on n'a pas abordé dans cet épisode et que, en plus, j'y avais pensé quand je l'ai préparé, je l'ai pas noté. C'est les influenceurs. Méfiez-vous des influenceurs. Vraiment, moi, je trouve que il y a un manque de respect des influenceurs pour leur communauté, et notamment sur la question des cryptos. C'est qu'il y en a un paquet où on leur promet, je sais pas moi. Après, forcément, ils doivent toucher un billet en fonction de la taille de leur audience, mais je sais pas, ils ont 200 000 abonnés sur un compte Instagram. On va leur proposer un billet de 20 000 balles pour faire une pub d'un sombre projet crypto. Ils vont dire oui, ils vont scam leur propre communauté, alors qu'eux ont pris un billet, et derrière, t'as malheureusement des gens qui vont leur faire confiance, qui vont aller investir et qui vont se faire avoir. Et moi vraiment je trouve que je trouve que c'est pour ça que les gens, tu vois, ils ont une mauvaise image des influenceurs, c'est à cause de ce type de problème. Ouais. De pas respecter son audience et de faire des pubs pour des produits qui sont pas vérifiés en amont, et notamment dans les cryptos. Vous faites pas avoir, vraiment vous faites pas avoir. Kim Kardashian qui avait été condamnée à une sacrée somme parce qu'elle avait dit investissez sur telle crypto-monnaie. Elle est juste c'est une meuf de télé-réalité, elle y connaît. Mais il y en a plein, il y avait Nabila en 2017 à qui c'était arrivé, il y en a plein. Et là, en fait, on revient dans le bull run, donc forcément, il y a à nouveau l'attrait de cette classe d'actifs qui commence à refaire parler, parce qu'à nouveau, on est sur des ATH sur le Bitcoin, donc forcément, ça fait de la publicité, ça fait parler la presse, ça fait parler la télé, ça fait parler sur les réseaux sociaux, et beaucoup de gens qui ne connaissent pas, du coup, se disent ah mais mince, ouais, mais le Bitcoin, il est super cher. Un petit peu le même raisonnement que j'ai eu que moi quand je suis rentré dans la crypto. Ah oui, mais le Bitcoin, il est super cher. Si j'achète une crypto qui ne vaut que quelques centimes, peut-être que je ferai des meilleures plus-values, alors qu'en fait, quand tu t'y connais un petit peu en finance et en investissement, tu sais que ça n'a rien à voir. Mais malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas cette connaissance, qui se font avoir, et notamment à cause d'influenceurs qui font de la mauvaise publicité. Et ça, on en trouve partout sur Internet. Donc, franchement, ne vous faites pas avoir, n'investissez pas dans des projets qui ont été proposés par quelqu'un qui n'a pas un minimum d'expertise. Et encore une fois, en toute humilité, je suis pas un expert, mais si par exemple vous avez quelqu'un sur YouTube qui parle toute la journée crypto, si un jour il recommande une crypto,
il y a plus de chances que ce soit pas un scam que quelqu'un qui toute la journée vous parle de voiture ou vous parle peut-être même d'un autre sujet totalement où chez les filles ça peut être du maquillage ou du lifestyle, j'en sais rien, tu vois. Des fois vous avez des gens, ils ne parlent absolument pas de ce type de sujet, du jour au lendemain ils vous parlent d'une crypto, dites-vous que c'est forcément un scam parce que en fait même un grand acteur du monde de la crypto il serait pas allé chercher cette personne là pour faire de la pub si c'était pas une arnaque. Donc voilà, c'était une petite parenthèse sur les influenceurs, mais vraiment retenez bien ça et vous faites pas avoir. Après bon, je pense quand même que là on s'adresse à une audience qui a quand même des bases en investissement, en finance, mais bon, dites-le bien autour de vous, quoi, aux gens qui ne s'intéressent pas à ce type de sujet. Ok. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner là pour terminer sur ce notamment par exemple les brokers. Alors encore une fois, faites attention aux brokers, allez chez les grands brokers. Alors c'est pas un gage de sécurité comme on l'a vu avec FTX, c'est ça, mais néanmoins allez chez un grand broker qui existe déjà depuis pas mal d'années. Tu utilises quoi? Moi j'utilise Kraken, j'ai un compte chez KuCoin aussi, même si je l'utilise eToro, moins. c'est un broker ou pas eToro? eToro c'est un broker. Après j'avais un compte chez eux mais j'ai arrêté parce que en fait eToro j'étais chez eux en 2017, mais bon c'était aussi une époque où c'était les plus sérieux du marché. On peut dire ce qu'on veut, eToro ils sont extrêmement chers, mais ils sont toujours là. Et en fait, quand j'ai voulu récupérer mon argent, je l'ai récupéré, tu vois. Donc en tout cas, c'était pas un scam, mais bon, je vous recommande pas d'aller chez eToro aujourd'hui, ils sont beaucoup trop chers sur les frais. Sinon, il y a Binance aussi. Alors, Binance, je crois que j'avais commencé à initier un compte chez eux et puis ils m'ont fait un KYC. De malade. J'ai pas voulu poursuivre plus loin parce que ça m'énerve. Mais voilà, allez chez les grands. N'allez pas chez un broker que personne ne connaît, qui soi-disant vous fait des frais à zéro sur vos investissements. Enfin, en fait, il y a toujours une contrepartie et ne vous faites pas avoir bêtement en pensant que vous allez chez un tel pour économiser 0,03% de frais, parce que bon, il y a des frais sur les transactions crypto. Par exemple, tu vois, Kraken, c'est 1,5% de frais par transaction. C'est cher. C'est cher, ouais. C'est cher, mais pour de l'investissement, où moi mon but c'est d'aller chercher du x2, du x3 sur des cryptos, qu'est-ce que c'est? Oui, après c'est pas une activité pro non plus. Mais c'est ça. En fait, dépend, si je faisais du trading et que j'allais chercher quelques pourcents dans la journée, 1,5 c'est énorme. Mais franchement, pour faire une opération que je vais dénouer dans un an, enfin une opération que j'ai fait il y a 2 ans que je vais dénouer dans un an, en fait ça paraît pas aberrant. Et en fait, en échange de ce frais-là, t'es aussi sûr que derrière la plateforme elle tourne, parce qu'il faut pas oublier que si la plateforme elle te rémunère, elle te facture 0. Il y a bien un endroit où elle se récupère, tu vois. Et en fait, il faut toujours se méfier, se dire qu'au moins, si elle te dit 1,5% de frais, tu sais qu'au moins, tes cryptos derrière, elles existent, elles les achètent bien pour toi. Et que, en fait, si elle te dit les frais sont à 0, il y a peut-être une raison, tu vois, que les frais soient à 0, et ça veut peut-être dire qu'en fait, tu vas jamais les récupérer parce qu'en fait, t'as investi dans du vent, quoi. Ouais. Donc ça fait partie aussi des raisons qui font que des fois il faut accepter de payer un petit peu de frais de transaction pour être chez un plus gros plutôt que d'être chez un plus petit qui est moins solide. Faites toujours gaffe, moi c'est toujours ce que j'ai fait quand j'ai ouvert des comptes chez des brokers. J'envoie un virement, je sais pas, de 500 balles. Je récupère mon virement, ça me permet déjà de voir comment ils le traitent, de voir s'ils sont pas chiants sur la sortie en mode mais vous venez de faire un virement, vous voulez le récupérer, parce qu'en soi c'est votre argent, c'est votre droit, ils ont rien à dire, et en combien de temps ils le font. Et surtout s'ils le font. Oui, c'est le truc qui revient s'ils jamais. S'ils le font, au moins t'as perdu 500 balles, ça fait chier, mais c'est pas la fin du monde. Par contre, si tu veux mettre un billet beaucoup plus gros et qu'ils te le rendent pas derrière, c'est un plus gros souci. Et ça c'est aussi un gros conseil que je donne, mais ça marche aussi dans l'investissement, type si vous voulez ouvrir des comptes chez des brokers pour des actions dans les PEA, des comptes titres, voire même du trading si ça vous intéresse un petit peu, n'allez pas vraiment faites ce test là, n'allez pas chez n'importe qui et ne faites pas faites toujours un virement que vous allez récupérer derrière. Ok. Bon. Il y avait, il veut pas partir. Non, mais en plus, il est sur le plan, tu l'as pas suivi. Il y avait un autre conseil pour mettre à l'abri ses cryptos. Parce que c'est Marie qui suit le plan, mais heureusement, je lis de tête parce que visiblement, de l'écrire, ça ne suffit pas. C'est tout simplement de mettre vos cryptos en sécurité sur ce qu'on appelle des wallets. Alors, vous avez en soi votre wallet sur la plateforme, mais c'est la plateforme qui les détient pour vous. Donc en soi, elles ne sont pas en sécurité si la plateforme fait faillite ou se fait hacker. Vous pouvez les mettre sur une clé type Ledger, il y a d'autres. Moi, j'ai Ledger, toi, tu l'as jamais utilisé? Ouais, je l'ai pas utilisé, j'aurais dû, mais parce que par rapport à ma stratégie, j'ai pas une détention suffisamment longue de mes cryptos pour me dire que ça vaut le coup de faire la transaction, sachant que ça va me
coûter des frais on-chain pour les mettre sur la Ledger. Ensuite, donc vous avez typiquement Ledger, vous avez MetaMask aussi qui peut être intéressant. C'est aussi une solution en ligne. C'est quoi MetaMask? MetaMask, c'est un système qui te permet d'avoir un wallet en ligne. Donc en fait, ça marche pas comme une Ledger, c'est sur Internet, MetaMask, mais ça te permet de les sécuriser là-dessus. Néanmoins, il y a eu quand même beaucoup de hacking. Moi, les MetaMask, il y a un an, j'entendais tout le monde en parler. Il y a eu énormément de hacking, de phishing, de scams, de gens qui se sont fait avoir leur compte MetaMask et qui se les sont fait vider. Donc c'est pour ça que moi, je l'utilise pas et je le recommande pas forcément. Après, c'est toujours pareil. N'hésitez pas. Alors, une Ledger, si vous en avez une, ça suffit. Mais par exemple, un MetaMask, n'hésitez pas à vous faire plusieurs comptes et à diviser vos crypto-monnaies sur plusieurs comptes. Ça permet toujours de se dire que si un jour vous faites une transaction qui foire et qu'en fait vous êtes fait avoir, ben au moins vous perdrez pas la totalité de vos cryptos. Voilà, c'est des conseils simples mais qui valent vraiment le détour quand vous commencez à avoir un portefeuille conséquent et que vous voulez faire attention. Ouais. Voilà. Ouais, je pense que si en conclusion, ce qu'on peut dire, et je pense ce qui est important dans la crypto, c'est quand même voir que ça reste quand même une classe qui est très spéculative. Je parlais encore avec un collègue de la sécurité financière cette semaine à propos d'un client qui investissait en crypto. Il me disait ouais bon maintenant on sait que les cryptos c'est pas que de la fraude. Donc bon moi lui à la sécurité financière il avait un peu évolué son discours, mais il me dit c'est quand même extrêmement spéculatif et ça malheureusement je peux pas lui donner tort parce que c'est vraiment une classe d'actifs où vous pouvez faire beaucoup d'argent mais vous pouvez aussi en perdre et perdre tout. Donc pensez toujours que tant que ce n'est pas revenu en euros sur votre compte bancaire dans la banque à papa, en fait, vous avez pas vraiment gagné d'argent. Donc, pensez toujours à vendre vos cryptos pour encaisser vos plus-values, à les ressortir des plateformes et à ne pas simplement rester chez votre broker et ne pas les sortir parce que en fait en faisant ça peut-être que virtuellement vous aurez l'impression d'avoir mis beaucoup d'énergie pour gagner beaucoup d'argent et sauf qu'à la fin si vous n'arrivez pas à les sortir ça veut bien dire que vous avez fait tout ça pour rien. Donc pensez toujours à encaisser vos plus-values, à les réinvestir, les arbitrer autrement dans votre patrimoine et ça permettra vraiment d'aboutir vos investissements dans cette classe d'actifs. Ouais. Bon, on vous remercie de nous avoir écoutés. Ouais, tu vois, il y a un truc qu'on aurait dû dire en intro qu'on a oublié. Ouais. La FAQ. Ah oui. Ah oui, heureusement que je suis là. on prépare, parce que là, ça fait 1 an, du coup, qu'on a le podcast déjà. On prépare une FAQ bientôt. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser soit directement sous les épisodes, soit en DM sur Instagram, vous n'hésitez pas. On va essayer de les regrouper. Ça peut être des questions sur des sujets particuliers ou directement sur notre parcours, sur nous. Enfin bon, bref, faites-vous plaisir sur les questions. On les sélectionnera dans tous les cas. On va essayer de sortir cet épisode d'ici 2 à 3 semaines, je pense, pour début juillet. Ça me semble pas mal. On en parlera également aussi sur Instagram. Et voilà, c'était la petite annonce de la fin. On vous remercie. On vous dit à la semaine prochaine. À bientôt. Ciao.